6 minutes seulement, mais 6 minutes capables de fissurer un demi-siècle de relations entre Paris et Tel Aviv. En un éclair, le débat à l'ONU se transforma en la plus violente confrontation franco-israélienne depuis l'embargo sur les armes de 1967, divisant la planète en deux camps irréconciliables sur la question palestinienne. À la tribune, Benjamin Netanyahou venait de plaider avec fougue pour l'opération militaire à Gaza. Il invoquait le droit inviolable d'Israël à protéger ses citoyens, réduisant les milliers de morts civiles à de simples conséquences inévitables de la guerre contre le Hamas. Son regard fixé sur Sébastien Lecornu traduisait la certitude froide de l'homme convaincu d'avoir livré une argumentation sans faille, fidèle à sa réputation de champion de la sécurité israélienne, persuadé d'avoir muselé d'avance les critiques européennes. Dans la salle glaciale du Conseil de sécurité, l'air était saturé de cette tension électrique qui précède les grands basculements diplomatiques. Mais derrière le décor solennel, les chiffres assomment. Tout débat, 41 000 Palestiniens tués selon Gaza, dont 16 000 enfants et 11 000 femmes, des hôpitaux pulvérisés, des écoles devenues charniers, des camps de réfugiés effacés de la carte. Des images d'horreur qui parcouraient la planète et posaient une question simple mais terrible: où s'arrêtait la défense légitime, où commençait la punition collective? Netanyahou aurait dû percevoir le signe avant-coureur chez Sébastien Lecornu: plus aucune trace de la complaisance feutrée des capitales européennes, mais un froid tranchant et une résolution nouvelle. Cette rigidité glaciale contrastait brutalement avec la souplesse diplomatique dont Israël avait toujours bénéficié. Car derrière les justifications techniques et le vocabulaire militaire policé, une vérité dérangeante s'imposait. Paris n'acceptait plus que l'écrasement de civils par milliers soit présenté comme la rançon inévitable de la sécurité israélienne. La suite allait frapper Tel Aviv de stupeur, fracturer l'Occident et peut-être même écrire une nouvelle page dans les rapports entre l'Europe et l'État hébreu. Pour mesurer la puissance du tremblement qui se préparait, il fallait revenir en arrière 3 mois plus tôt, lorsque les écrans français et européens s'emplissaient d'images insoutenables venues de Gaza, familles écrasées sous les gravats enfants, amputés, soignés à même le sol d'hôpitaux saturés, convois humanitaires pulvérisés, malgré leurs coordonnées communiquées à Tsahal. Ces scènes insupportables avaient frappé de plein fouet Emmanuel Macron et tout son exécutif. Lors d'un conseil de défense extraordinaire, le chef de l'État lança cette question qui claqua comme un verdict. Peut-on vraiment parler de légitime défense quand on fauche des milliers d'innocents? Il ajouta aussitôt: la disproportion entre le péril terroriste et la riposte militaire israélienne est criante. De cette indignation naquit une remise à plat radicale de la posture française au Proche-Orient. Lecornu, rompant avec la prudence de ses devanciers, longtemps paralysés par la peur d'être taxés d'antisémitisme, prit une décision politique audacieuse, porter sans détour une critique factuelle de l'action militaire israélienne, appuyée sur le droit international humanitaire. Dans le secret des salons du Quai d'Orsay, une cellule d'élite fut discrètement mise sur pied, rassemblant les juristes humanitaires et spécialistes du Moyen-Orient, les plus brillants de France. Dans l'ombre feutrée des cabinets ministériels, 3 figures incontournables avaient rassemblé un matériau explosif: Denis Beauchard, vétéran de la diplomatie française au Moyen-Orient, Bertrand Badi, éminent géopolitologue de Sciences Po, et Marie-Françoise Bechtel, juriste internationale redoutée pour sa rigueur. Ensemble, ils avaient dressé un inventaire implacable des atteintes présumées aux droits humanitaires à Gaza. Lors d'une réunion secrète à Matignon, Marie-Françoise Bechtel frappa d'emblée: « Monsieur le Premier ministre, nous avons recensé 47 frappes visant des infrastructures civiles protégées par les conventions de Genève, hôpitaux, écoles, réseaux d'eau potable. Ce n'est pas du hasard, c'est une méthode. » Ce rapport juridique au scalpel donna à Lecornu un nouvel élan pour déplacer le débat du terrain, des jeux d'équilibre géopolitique, vers celui frontal du droit international. Si Israël foule aux pieds le droit humanitaire, il faut le dire sans détour, lança-t-il à son équipe. Plus insupportable encore pour Paris, la découverte de matériel militaire français sur les zones bombardées de Gaza. Une investigation menée dans la plus grande discrétion par la Direction générale de l'armement mit au jour un constat explosif:
Plusieurs équipements militaires vendus légalement à Israël au fil des années précédentes avaient été utilisés pour frapper des zones civiles surpeuplées en violation flagrante des clauses humanitaires inscrites dans les contrats de vente. Nos propres armes sont transformées en instruments de mort contre des Palestiniens innocents. S'était indignée Florence Parly, ancienne ministre des Armées, appelée à conseiller Lecornu. C'est une faute morale et une transgression juridique. Il faut stopper immédiatement toute livraison. Ainsi, bien avant la tempête diplomatique à l'ONU, Paris avait déjà choisi la rupture. La suspension des ventes d'armes à Israël, décidée plusieurs semaines auparavant, déclencha la colère de Tel Aviv. Furieux, Netanyahou prit son téléphone et interpella directement Macron, dénonçant une décision qui donne de l'oxygène au terrorisme. Mais l'Élysée ne céda pas, la ligne française demeura inflexible. Dans cette atmosphère déjà saturée de tensions, Netanyahou exigea la parole devant le Conseil de sécurité. Le prétexte officiel, dissiper les malentendus européens sur la stratégie israélienne. La véritable finalité, renverser le récit international en faveur d'Israël et acculer la France dans l'isolement diplomatique à cause de son positionnement jugé trop favorable aux Palestiniens. Rien n'avait été laissé au hasard, son discours avait été ciselé à la virgule près peaufiné, aux côtés de ses stratèges les plus aguerris. L'agenda était limpide, transformer l'offensive de Gaza en question de survie nationale, rappeler avec force les atrocités commises par le Hamas et surtout enfermer l'Europe dans le piège de sa propre histoire antisémite afin de bâillonner toute contestation. Ces Européens ont la mémoire si fragile, lâcha-t-il à ses proches réunis au King David Hotel de Jérusalem. Ils feignent d'oublier que nous restons la seule démocratie de la région et que nous affrontons des fanatiques utilisant leurs propres enfants comme remparts humains. Il faut leur remettre sous les yeux qui portent la responsabilité réelle de ces victimes civiles. Pendant des décennies, l'art israélien de renverser la culpabilité avait désarmé les capitales européennes. Mais cette fois, Netanyahou ignorait que Lecornu avait préparé sa riposte avec une précision chirurgicale à la française, statistiques implacables, témoignages glaçants, dossiers juridiques bétonnés, tout un arsenal prêt à exposer point par point les violations du droit international par Tsahal. Le 15 novembre 2024, exactement à 15h30, la salle mythique du Conseil de sécurité devint le théâtre d'une mise en scène solennelle. Netanyahou gravit la tribune dans son éternel costume sombre, le visage marqué par une gravité étudiée incarnant à la perfection ce rôle de chef démocratique assiégé par les barbares. « Mesdames et messieurs les représentants », lança-t-il avec une diction soyeuse, impeccablement polie dans plusieurs langues. « Je suis ici pour défendre le droit vital d'Israël à protéger ses citoyens du terrorisme le plus sauvage. » Son texte déroulait comme une partition millimétrée, souvenir pathétique des victimes israéliennes, du 7 octobre enchaîné à une lecture géopolitique sévère de la menace iranienne. Netanyahou posait son cadre persuadé de verrouiller le récit. Israël, disait-il avec assurance, n'a jamais combattu que des terroristes, foulant aux pieds toutes les règles de civilisation. Le Hamas, lui, se cache derrière les innocents, transformant les Palestiniens en remparts humains. Son ton se voulait implacable. Les rampes de missiles dans les écoles, les postes de commandement au cœur des hôpitaux, les dépôts d'armes dissimulés dans les mosquées, voilà leur méthode. Chaque civil tué relève de leur responsabilité, pas de celle de Tsahal. Cet argument, pilier de sa rhétorique, visait à délester Israël du fardeau moral des massacres. Mais l'orateur ne s'arrêta pas là. Il enfonça le clou avec une logique encore plus provocatrice. Nos ennemis savent que l'Occident est prisonnier de ses émotions. Ils exploitent l'image de la douleur pour briser notre défense légitime. Ils orchestrent leurs morts, scénarisent leurs blessures, instrumentalisent leurs malheurs pour préserver leur réseau terroriste. Cette accusation glaçante de mise en scène de la souffrance palestinienne respirait le cynisme et ne pouvait qu'allumer la colère de Lecornu. Pourtant, Netanyahou, galvanisé par sa propre voix, continua d'attaquer. La France, avec quelques autres Européens, a choisi de sanctionner la victime et non l'agresseur, lança-t-il en fixant la délégation française. En bloquant leur livraison d'armes, ils sapent notre capacité de défense et qu'ils le veuillent ou non, ils soutiennent le terrorisme international. Cette pique directe pensée pour piquer au vif Paris
échoua cependant à mesurer l'ampleur de la préparation française. Il conclut en fin théâtrale: l'histoire tranchera. Elle distinguera ceux qui auront épaulé la seule démocratie du Moyen-Orient dans son combat contre la barbarie et ceux qui auront préféré pleurer des larmes de crocodile plutôt que de regarder la vérité. Israël se défendra avec ou sans ceux qui ont oublié les leçons du passé. Les applaudissements qui suivirent le discours de Netanyahou résonnèrent à peine, convenus presque mécaniques. La salle demeurait fracturée, incapable de trancher sur le dossier palestinien. C'est alors que l'écornu, d'un geste calme mais déterminé, demanda la parole. Lentement, il se leva, portant cette gravité républicaine qui colle à l'histoire diplomatique française. Sans se presser, il gravit les marches, s'installa à la tribune et planta son regard dans celui du Premier ministre israélien avant de lâcher une bombe verbale. « Non, Monsieur le Premier ministre !» entonna-t-il d'une voix égale mais coupante comme une lame. Merci de nous avoir offert la démonstration parfaite de ce qu'est devenue la rhétorique israélienne, un cocktail toxique où la victimisation se mêle au déni du réel. » Le choc fut instantané. Netanyahou, pris de court par cette virulence inhabituelle venue de Paris, se raidit sur son siège. « Vous invoquez la légitime défense », enchaîna l'écornu, ouvrant son dossier avec un calme glacial. « Alors rappelons quelques données que vous préférez effacer de vos mémoires. 41 000 Palestiniens morts, dont 16 000 enfants. Face à cela, 1200 victimes israéliennes le 7 octobre. Ce qui nous donne un ratio de 34 Palestiniens tués pour un Israélien. Où voyez-vous la proportionnalité dans cette prétendue défense légitime? Les chiffres claquèrent dans l'air comme une gifle. La salle entière se figea refroidie par cette réalité crue. Netanyahou tenta de répliquer « Monsieur le Premier ministre, la comparaison est impossible. » Mais l'écornu, sans une hésitation, le coupa sèchement. « Ah, si, monsieur Netanyahou, je peux comparer et j'en ai même l'obligation. C'est précisément le rôle du droit international humanitaire. » Lança l'écornu en poursuivant son attaque point par point. Vous brandissez sans cesse l'argument des boucliers humains. Or, l'ONU a examiné 47 frappes visant hôpitaux, écoles et infrastructures humanitaires. Dans aucun dossier, Tsahal n'a apporté la moindre preuve de la présence du Hamas au moment des bombardements. Pas une seule. Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Les diplomates pétrifiés découvraient des vérités soigneusement enterrées sous la propagande israélienne. L'écornu, la voix vibrante d'une colère retenue, frappa ensuite plus fort encore. « Mais parlons de votre insinuation la plus indigne. Vous osez dire que les Palestiniens orchestrent leur propre souffrance? Monsieur Netanyahou, 16 000 enfants morts ne jouent pas sur une scène de théâtre. Les familles réduites en poussière sous les gravats n'improvisent pas une fiction. » Ce rejet frontal de la mise en doute de la douleur palestinienne venait briser le noyau même de la rhétorique israélienne. Dans l'hémicycle des diplomates se jetaient des regards brûlants, conscients d'assister à un moment d'histoire. « Puisque vous convoquez l'histoire, » lança l'écornu, « laissez-moi rappeler un principe que vous semblez effacer de votre mémoire. Les conventions de Genève adoptées dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale avaient pour but d'empêcher qu'un État ne puisse, sous prétexte de sécurité, transformer des civils en cibles, et d'ajouter incisif, vous héritiez des victimes de ces atrocités, vous êtes aujourd'hui ceux qui piétinent ces règles. L'allusion à la Shoah était risquée explosive, même mais l'écornu ne recula pas. Il retournait l'arme historique d'Israël contre Israël lui-même. Netanyahou tenta de sauver la face. La France ne mesure pas la menace existentielle qui pèse sur nous. L'écornu l'interrompit aussitôt. Au contraire, nous la comprenons très bien. Mais nous savons aussi qu'on ne lutte pas contre la terreur en adoptant ces méthodes. La phrase tomba comme un couperet. Dans la salle, le silence fut brutal. Jamais un dirigeant occidental n'avait osé qualifier de terrorisme d'État la politique israélienne au cœur d'une institution internationale. Pourtant, l'écornu n'avait pas encore livré son coup le plus implacable. « Monsieur Netanyahou, vous nous accusez d'avoir stoppé nos exportations d'armes. Mais que devrions-nous faire après avoir constaté que nos missiles servaient à pulvériser des camps de réfugiés, que nos blindés écrasaient des quartiers entiers et que nos drones traquaient même des ambulances? Souhaitez-vous vraiment que la France devienne complice de crimes de guerre?
Lecornu marqua une pause, puis lança la phrase qui fit l'effet d'une déflagration. L'ère où Israël pouvait tout justifier au nom de la Shoah est terminée. Chaque vie palestinienne a la même valeur que chaque vie israélienne. L'impact fut foudroyant. Netanyahou se leva blême et quitta la salle d'un pas sec, suivi aussitôt par sa délégation. Dans l'hémicycle, un silence stupéfait s'installa. Jamais au grand jamais un responsable occidental n'avait publiquement accusé Israël de crimes de guerre et de terrorisme d'État au sein même de l'ONU. Le tremblement parcourut la planète en temps réel. À Tel Aviv, la réplique fut incendiaire. La presse israélienne titra à la une « La France déclare la guerre à Israël »,« Lecornu, le nouvel Hitler », le vieil antisémitisme français ressurgit, le gouvernement réagit sans délai rappel de l'ambassadeur à Paris et gel total de la coopération bilatérale. Dans le monde arabe, l'onde de choc prit une tournure diamétralement opposée, un véritable triomphe. Du Maghreb jusqu'aux rives du Tigre, des foules entières saluèrent la France comme la première puissance occidentale à redonner voix au droit et à la justice. Les rues de Rabat, du Caire ou de Bagdad se couvrirent de cortèges brandissant le nom de Lecornu, célébré comme celui qui avait osé briser le silence. Pour la première fois depuis des générations, un dirigeant venu d'Occident avait dit tout haut ce que des millions pensaient tout bas. En Europe, les réactions se partagèrent, plus prudentes, mais tout aussi révélatrices. Berlin et Rome s'inquiétèrent publiquement d'un ton jugé trop brutal, redoutant une fracture diplomatique supplémentaire. Mais dans les capitales nordiques, on acquiesçait en silence, approuvant discrètement cette prise de parole française. Madrid et Dublin, elles allèrent plus loin encore, apportant un soutien clair et sans détour. Fait inattendu même aux États-Unis, bastion traditionnel du soutien à Israël, les réactions furent loin d'être unanimes. Tandis que l'appareil politique des républicains aux démocrates condamna sans nuance les paroles de Lecornu, une frange significative de la société civile, en particulier les jeunes générations et les courants progressistes, salua avec force le courage de briser un tabou. 6 mois plus tard, les répercussions de cette passe d'armes n'avaient rien perdu de leur intensité. La relation entre Paris et Tel Aviv était réduite à un fil proche de la rupture totale. Mais paradoxalement, la France sortait renforcer ailleurs une autorité morale nouvelle dans le monde musulman et un écho grandissant parmi une partie de l'opinion occidentale, de plus en plus sensible à l'argument du droit et de l'égalité des vies. Il restera gravé que ces 6 minutes au siège des Nations Unies ont peut-être redessiné la manière dont l'Occident regarde le conflit israélo-palestinien. En un instant, Lecornu pulvérisa un tabou qui paralysait les chancelleries depuis des décennies, ouvrant la porte à une critique décomplexée de la politique menée par Israël. Comme le souligna Le Monde, en 6 minutes, Lecornu a prononcé à haute voix ce que des foules entières pensaient en silence depuis des années. Par ce geste, il rappela à la planète une vérité élémentaire. La douleur des innocents ne porte pas de passeport et la loi internationale n'est pas sélective, elle s'impose à tous, Israël y compris. Derrière l'éclat théâtral de cette confrontation se dissimulait une machinerie préparée depuis des mois, connue seulement d'un cercle minuscule d'initiés. En réalité, cette contre-offensive française contre la ligne israélienne à Gaza avait germé bien avant le choc diplomatique. Tout avait commencé 5 mois plus tôt dans les couloirs feutrés du quai d'Orsay. C'est là que, face aux premières images insupportables venues de Gaza, le pouvoir français prit conscience qu'une partie de l'opinion nationale et européenne ne tolérerait plus le silence. L'étincelle prit la forme d'un dossier classé confidentiel envoyé en juin, directement sur le bureau présidentiel depuis MEDEX 500 frontières. Dans ces pages, un inventaire froid comme un rapport d'autopsie, éclats de projectiles correspondant à des munitions antipersonnelles, brûlures nettes, identifiées comme celles du phosphore blanc, amputation massive, révélant l'emploi d'armes à sous-munitions. Lors d'une réunion d'urgence à l'Élysée, le docteur Xavier Emmanuelli, cofondateur de Médecins sans frontières, lâcha des mots qui glacèrent l'assistance. « Monsieur le Président, ce qui se déroule à Gaza n'a rien d'un simple conflit urbain. C'est une extermination systématique de civils par des armes fabriquées pour infliger le maximum de douleur.
Nos équipes, pourtant aguerries aux pires zones de guerre, n'avaient jamais été témoins d'une barbarie aussi méthodiquement orchestrée. Les révélations médicales firent l'effet d'un électrochoc pour Emmanuel Macron. Devant ses conseillers, il lâcha cette question cinglante: comment les démocraties occidentales peuvent-elles détourner le regard face à une telle horreur? Puis il ajouta le visage fermé: si nous restons muets, alors nous devenons complices. De cette indignation naquit une mobilisation exceptionnelle de la machine diplomatique française. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères à l'époque, mit en place une cellule de crise exclusivement dédiée au suivi des violations du droit humanitaire. La mission assignée était claire: constituer un dossier rigoureux sur les crimes de guerre présumés commis à Gaza et élaborer une riposte diplomatique française à la hauteur de la gravité des faits. L'équipe réunie, impressionnée par l'étendue de ses compétences et la diversité de ses profils. Denis Béchard, ancien ambassadeur en Syrie, véritable référence de la diplomatie française au Moyen-Orient, prenait en charge le volet politique. Marie-Françoise Bechtel, juriste de réputation mondiale, dirigeait l'analyse juridique. Le général Vincent Desportes, ex-directeur de l'école de guerre, apportait l'expertise militaire. Leila Daclé, historienne du CNRS, spécialiste du monde arabe, assurait la profondeur géopolitique. Lors de la première réunion à Matignon, Marie-Françoise Bechtel fut catégorique: « Monsieur le Premier ministre, la situation est limpide. Les frappes répétées contre des hôpitaux, des écoles et des lieux de culte constituent des violations caractérisées du droit international humanitaire. » Elle cita alors les références, l'article 8 du Statut de Rome et la 4e Convention de Genève. Tout était consigné jusqu'au dernier alinéa du protocole additionnel. Cette démonstration juridique impitoyable s'appuyait sur une collecte minutieuse de preuves. L'équipe française avait passé au crible les rapports d'organisations internationales, confronté les témoignages d'ONG présentes sur place et exploité les clichés satellites transmis par le Centre national d'études spatiales. Résultat, un dossier colossal de 800 pages, véritable catalogue d'accusations. Un exemple glaçant se détachait parmi tous: le bombardement de l'hôpital Al-Shifa. Grâce aux données de géolocalisation croisées avec les récits du personnel soignant, l'analyse française établissait que l'attaque s'était produite en plein milieu d'une opération chirurgicale pédiatrique. Verdict 23. Malade tué, 11 soignants arrachés à la vie. Voilà un crime de guerre avéré, trancha l'expert français. Et qu'on ne vienne pas chercher de justification militaire à une atrocité pareille. Encore plus révoltant fut ce que les enquêteurs mirent au jour: l'origine des munitions utilisées dans ces frappes. L'analyse française démontra que plusieurs systèmes d'armement pourtant cédés à Israël sous couvert de contrats légaux par des industriels européens comme Thales ou MBDA avaient été employés pour frapper directement des zones densément habitées, en totale contradiction avec les clauses humanitaires de ces accords. Florence Parly, ex-ministre des Armées, fulmina en découvrant le rapport: nos missiles Mika et nos bombes HSM guidées deviennent des instruments pour massacrer des enfants palestiniens. C'est un détournement criminel de notre technologie. Il faut geler immédiatement toute coopération militaire avec Tel Aviv. Cette révélation fit basculer la décision française dès septembre 2020. Paris suspendit ses livraisons d'armes à Israël. Netanyahou hurla dans un communiqué rageur: « La France choisit les terroristes contre les démocrates ». Mais l'Élysée ne céda pas d'un pouce et affirma haut et fort que sa ligne resterait dictée par la morale et le droit. Pendant que s'empilaient les preuves des violations israéliennes, l'équipe de l'Écornu s'était attaquée à un autre chantier crucial: comprendre la mécanique qui, depuis des décennies, permettait à Tel Aviv d'éviter toute sanction internationale malgré les infractions répétées au droit humanitaire. Pour cette mission, un expert discret fut sollicité: Franck Barra, journaliste chevronné sur la question palestinienne. Son diagnostic fut sans détour: Monsieur le Premier ministre Israël emploie toujours la même recette de manipulation. 3 ingrédients se poser en éternelle victime, renverser les rôles entre bourreau et agressé, et brandir l'épouvantail de l'antisémitisme. Dès qu'une critique surgit, ils invoquent la Shoah, accusent leur interlocuteur d'appuyer le terrorisme et rejettent la faute ailleurs. Cette dissection des méthodes de communication israéliennes permit à Lecornu d'affûter ses répliques avec la précision d'un chirurgien.
L'équipe savait déjà à quoi s'attendre. Netanyahou recyclera ses formules habituelles. À nous de réduire chacune en poussière, preuve irréfutable à l'appui. La préparation française n'avait pas seulement reposé sur des chiffres et des dossiers juridiques, elle avait aussi intégré un volet mental travaillé avec une précision d'orfèvre. Un expert en communication de crise, ancien conseiller de plusieurs présidents, accompagna Lecornu pour développer ce qu'il nommait l'immunité face au chantage affectif. Monsieur le Premier ministre Netanyahou cherchera à vous enfermer dans l'histoire juive, à vous accuser d'antisémitisme. Votre meilleure arme sera de rester inébranlable sur le droit international sans jamais céder à l'émotion, expliqua-t-il. Cet entraînement psychologique fut essentiel. Il forgea chez Lecornu une résistance aux manipulations rhétoriques qui avait tant de fois intimidé d'autres dirigeants européens paralysés par la peur d'être catalogués comme antisémites. À Matignon, les entraînements prenaient parfois des allures de théâtre politique. Denis Béchard, incarnant Netanyahou avec une précision troublante, imitait sa rhétorique martiale, ses formules toutes faites et ses sempiternels chantages. « Monsieur Lecornu, vous êtes l'allié des terroristes », lançait-il avec la fausse indignation calculée du Premier ministre israélien. Imperturbable, Lecornu répliquait « Non, monsieur l'ambassadeur, je suis l'allié du droit international ». De séance en séance, son jeu gagnait en assurant son aisance à retourner, les attaques devenaient de plus en plus affûtées. Ces répétitions ne se limitaient pas aux échanges verbaux, elles prévoyaient aussi la tempête médiatique attendue. L'équipe de communication avait déjà forgé ses ripostes toutes prêtes. La plus percutante s'imposa comme un slogan « Critiquer la politique d'un gouvernement n'a jamais été de l'antisémitisme ». Une formule simple, mais appelée à devenir le bouclier rhétorique de la France. À 3 semaines du face-à-face onusien Lecornu, vit arriver un appui aussi inattendu qu'inestimable, une missive co-signée par plusieurs grandes figures intellectuelles juives, françaises, parmi lesquelles Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut ou encore Élisabeth de Fontenay. Leur appel était sans détour, la France devait dénoncer la réalité de Gaza sans se laisser museler par l'accusation d'antisémitisme. La mémoire de la Shoah ne saurait servir de paravent pour justifier de nouveaux crimes contre l'humanité, écrivait-il noir sur blanc. Ce geste bouleversa l'équation. Lecornu ne défendait plus seulement le droit international, il portait désormais une cause plus vaste, libérer la critique d'Israël de l'étau moral que représentait le chantage à l'antisémitisme. Fort de cet appui, il aborda la confrontation avec une détermination décuplée, prêt à aller au bout de cette bataille diplomatique. Le trajet vers New York ressemblait davantage à la montée en régime d'un boxeur avant un combat de championnat qu'à un banal déplacement officiel. À bord de l'Airbus A330 présidentiel Lecornu, passa 8 heures plongé dans ses dossiers, répétant ses formules tranchantes comme des lames fixant dans sa mémoire les statistiques les plus implacables. Autour de lui, son équipe se comportait comme un staff d'entraîneurs réglant chaque détail de la préparation. Souvenez-vous, glissa Denis Béchard en plein vol, ce n'est pas seulement la voix de la France que vous portez. Vous incarnez l'attente de tous ceux qui réclament que le droit international s'applique sans passe-droit même aux démocraties autoproclamées. Ce moment, c'est une page d'histoire. Déjà à New York, l'air vibrait de rumeurs avant même l'ouverture de la session. Les médias flairaient le choc frontal entre Paris et Tel Aviv, tandis que journalistes et diplomates s'écharpaient dans une véritable guerre de communication préventive. À l'hôtel Plaza, au cœur de la délégation israélienne, l'assurance affichée ne parvenait pas à masquer la nervosité. Les services de renseignement avaient perçu quelques signaux inquiétants. Les Français tramaient quelque chose de plus lourd qu'une simple critique habituelle. Mais à Jérusalem, un conseiller de Netanyahou minimisait encore « les Français vont nous faire leur sermon habituel sur Gaza, rien de plus ». À Jérusalem, les stratèges israéliens se rassuraient encore « Nous répliquerons avec nos arguments habituels le droit à l'autodéfense et l'excuse des boucliers humains. C'est une mécanique rodée. » Une erreur de calcul monumentale qui allait leur coûter cher. La veille du duel diplomatique, Lecornu reçut pourtant un signal de poids venu du sommet de l'ONU. Antonio Guterres lui adressa ces mots inattendus. « Monsieur le Premier ministre, depuis trop longtemps, nous attendons qu'un État membre ose dire à voix haute ce que beaucoup murmurent en silence.
le droit international n'a pas de passeport. Ce message discret mais décisif transforma l'écornu. Il n'était plus seulement la voix de la France, il devenait le porte-parole de la conscience universelle face aux violations du droit humanitaire. À l'aube, dans sa suite du Regis Hotel donnant sur Central Park South, il relut une dernière fois ses notes. À son directeur de cabinet, il lâcha calmement « Aujourd'hui, je dirai à Netanyahou et au monde que l'ère de l'impunité israélienne touche à sa fin. Nous ne tolérerons plus jamais qu'on massacre des innocents au nom d'une soi-disant sécurité. » Lorsqu'il entra au siège de l'ONU, l'atmosphère électrisée confirma l'ampleur du moment. Plus de 400 journalistes avaient reçu leur accréditation, un record absolu pour un débat sur le Moyen-Orient. Devant les portes de l'ONU, deux foules opposées s'affrontaient à coups de slogans, les uns brandissant des drapeaux palestiniens, les autres défendant Israël. L'air vibrait d'une tension électrique. À l'intérieur, dans la mythique salle du Conseil de sécurité, l'ambiance rappelait moins une réunion diplomatique qu'un gigantesque procès de l'histoire. Chacun avait conscience qu'il ne s'agissait pas d'un simple échange de discours, mais bien d'un jugement moral de la politique israélienne à Gaza. L'écornu endossait le rôle du procureur Netanyahou, celui de l'accusé. Lorsque le Premier ministre israélien prit la parole, l'écornu l'écouta comme un avocat épluchant les arguments de la défense. Chaque tentative d'édulcorer les faits, chaque inversion de responsabilité, chaque plaidoyer sur les boucliers humains fut mentalement archivé et rangé dans un tiroir prêt à être dynamité. C'est exactement le scénario prévu, pensa-t-il. Victimisation, détournement des critiques, manipulation de l'émotion. Je vais tout démonter pièce par pièce. Et de fait, lorsque Netanyahou acheva son discours, il avait involontairement dressé le décor idéal pour la contre-attaque implacable de son adversaire français. Les justifications maladroites des bombardements de civils, les accusations grotesques de théâtre palestinien, les piques contre Paris, rien ne surprenait l'écornu, tout avait été anticipé. C'est alors qu'il déroula sa prestation historique. Chaque chiffre brandi, chaque document cité, chaque fait implacable devenait une lame chirurgicale, découpant sans pitié la rhétorique israélienne sous les yeux médusés de la communauté internationale. Mais ce que peu de diplomates dans la salle percevaient, c'était la mécanique invisible qui guidait chacun de ces mots. L'écornu n'improvisait pas, il s'appuyait sur un arsenal de techniques d'argumentation forgées par des juristes experts en crimes de guerre. Chaque phrase était calibrée pour démonter point par point l'édifice fragile de la propagande israélienne. À chaque coup porté, l'écornu transformait son plaidoyer en scalpel. Accumulation implacable de preuves derrière chaque accusation, des chiffres précis et des sources incontestables annihilant toute tentative de dénégation crédible. Renversement du fardeau moral au lieu de se justifier face aux attaques israéliennes, il obligeait Netanyahou à s'expliquer comme un accusé sur le banc d'un tribunal. Démolition du mythe des boucliers humains, en révélant que l'ONU n'avait trouvé aucune trace du Hamas dans les infrastructures bombardées, il pulvérisait l'axe central de la communication israélienne. Universalisation du droit en rappelant que les conventions de Genève avaient été conçues après l'Holocauste pour éviter de nouveaux massacres, il retournait l'arme historique d'Israël contre Israël même. Cette orchestration méthodique explique pourquoi l'intervention de l'écornu eut l'effet d'un séisme planétaire. Ce n'était pas qu'une offensive politique brillante, c'était une masterclass de démolition juridique d'une propagande d'État. L'impact fut d'une ampleur que même Paris n'avait pas imaginée. En l'espace de quelques heures, les extraits de l'affrontement circulaient aux quatre coins du globe, traduits en 43 langues et relayés par toutes les grandes chaînes. Dans les facultés de droit international, on improvisait des séminaires d'urgence pour décortiquer cette secousse historique dans la manière de critiquer Israël. À Harvard, le professeur Noah Feldman s'enthousiasma. En 6 minutes, l'écornu a accompli ce que des décennies de diplomatie timorée avaient échoué à faire briser le tabou de la critique publique d'Israël par un dirigeant occidental. À Oxford, la professeure Christine Bell alla encore plus loin. Nous assistons à un basculement du droit international. Aucun État ne pourra plus jamais brandir son passé pour se dérober à ses responsabilités présentes. Mais le signal le plus marquant vint sans doute de la communauté des juristes internationaux
qui percevait dans cet instant une véritable réécriture des règles du jeu. Mary Robinson, ex-présidente irlandaise et figure majeure de la défense des droits humains, affirma que Lecornu venait de briser le verrou du silence juridique entourant Israël. Richard Falk, ancien rapporteur spécial de l'ONU pour la Palestine, salua quant à lui le courage inédit de la France d'oser énoncer publiquement la vérité du droit. Très vite, ce séisme diplomatique eut des répercussions en chaîne. L'Espagne annonça qu'elle suspendait ses exportations d'armes vers Israël. L'Irlande alla encore plus loin en déposant une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice. Quant à la Belgique, elle ouvrit une enquête pour crimes de guerre visant des responsables israéliens. 6 mois après cette joute historique, les ondes de choc n'avaient rien perdu de leur intensité. Les liens diplomatiques entre Paris et Tel Aviv étaient brisés, mais la France, elle sortait renforcée d'un prestige moral nouveau, admiré dans une grande partie du monde musulman et soutenu par une fraction croissante de l'opinion occidentale, en particulier parmi les jeunes générations. Mais le plus marquant fut sans doute l'accélération soudaine d'une justice internationale plus impartiale. Face à une impunité israélienne devenue presque structurelle, les capitales européennes comprirent qu'il n'était plus possible de fermer les yeux. Le droit devait s'appliquer à tous sans passe-droit. Cette révolution française dans l'ordre juridique mondial atteignit son apogée lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Pour la première fois dans l'histoire, les 194 États membres adoptèrent ensemble une résolution reconnaissant le caractère systématique des crimes de guerre commis à Gaza et exigeant des réparations pour les victimes palestiniennes. L'effet Lecornu a libéré la justice internationale, constata William Schabas, ancien président de la commission d'enquête de l'ONU sur Gaza. Dorénavant, aucun État ne pourra se réfugier derrière son statut de victime historique pour masquer ses crimes contemporains. Quant à Lecornu, il avait cessé d'être seulement le Premier ministre français. Il incarnait désormais un symbole universel de résistance à l'impunité et de défense intraitable du droit. Son discours du 15 novembre 2024 devint matière obligatoire dans les amphithéâtres de droit, étudié comme un chef-d'œuvre de rigueur juridique et de courage moral. Et lorsqu'en décembre 2025, l'ONU lui remit solennellement le prix des droits de l'homme, le jury déclara que son action pour défendre le droit humanitaire face aux crimes de guerre honorait l'humanité et inspirait les générations futures. L'histoire retiendra qu'en ce jour de novembre 2024, dans le sanctuaire des Nations Unies, un homme armé seulement de la vérité du droit infligea à l'un des États les plus habitués à l'impunité une défaite morale mémorable. Et qu'à travers cette victoire du droit sur la force de la justice, sur le cynisme, il avait ouvert la voie à un monde enfin capable de respecter ses propres lois fondamentales, sans dérogation ni privilège.